Bonjour Marion. Bonjour Marianne. On va donc faire un petit temps de discussion autour de 3 questions à l'occasion de la sortie du rapport de l'Observatoire des libertés associatives sur cette nouvelle injonction à la neutralité qu'on a vu monter dans le monde associatif depuis plusieurs mois maintenant. Donc ce rapport, il s'appelle Neutraliser le monde associatif, une enquête sur une injonction à la dépolitisation. Et on avait envie de t'entendre, Marion, puisque tu es avocate et que tu accompagnes ces questions autour des libertés associatives depuis un moment. Donc, avec trois questions, mais avant ça, peut-être juste en quelques mots que tu te présentes. Je m'appelle Marion Augier et je suis avocate en droit public et cofondatrice du cabinet d'avocats Andote Avocat. Très bien. Merci. Donc, ces derniers temps, on a donc assisté à une recrudescence de l'utilisation de cette notion de neutralité politique contre les associations utilisées par les autorités publiques. Est-ce que tu peux nous donner les éléments de compréhension de cette injonction à la neutralité politique qui monte aujourd'hui en France ? Il n'est pas forcément évident d'identifier pourquoi est-ce qu'on a ces injonctions qui sont de plus en plus présentes aujourd'hui, parce que d'abord, c'est ce qui ressort du rapport, c'est qu'elles n'ont pas lieu d'être. Donc, il n'est pas évident d'expliquer pourquoi elles sont là, mais nous avons quand même certains indices qui nous permettent d'identifier pourquoi les autorités croient ou alors font croire qu'il y aurait une forme de neutralité qui s'imposerait aux associations et à leurs membres. Je vois 3 éléments. Le premier, c'est d'abord le contrat d'engagement républicain approuvé par la loi, institué par la loi du 24 août 2021, un contrat d'engagement républicain qui est accompagné dans la même loi. La même loi institue par ailleurs une obligation de neutralité uniquement pour les associations qui sont chargées d'exécuter un service public. Et cette loi de 2021, d'une part en tant qu'elle institue ce CER, ce contrat d'engagement républicain, et qu'elle soumet certaines associations rares, mais certaines associations à ce principe de neutralité, eh bien, la loi de 2021 a généré une certaine confusion sur déjà le principe de laïcité, parce que qu'on soit soumis, lorsqu'on est soumis au respect du contrat d'engagement républicain, on doit respecter le principe de laïcité. Et malheureusement, c'est un terme qui est galvaudé souvent pour entretenir une confusion selon laquelle le principe de laïcité, ça serait un principe de neutralité religieuse, ce qui est faux. Donc, lorsque le CER nous impose de respecter le principe de laïcité, nous ne sommes pas soumis à un principe de neutralité, mais il est vrai que la confusion qui est maintenue et qui est entretenue entre les termes de laïcité et de neutralité, eh bien, laisse croire à certaines autorités que lorsqu'on devrait signer le CER, le contrat d'engagement républicain, eh bien, on devrait se soumettre à un principe de neutralité, ce qui est faux. Et puis ensuite, je le disais, l'article 1er de la loi de 2021, elle impose à un nombre extrêmement limité d'associations un principe de neutralité. Ce sont que les associations qui sont chargées d'exécuter un service public. Et là encore, il y a une forme de on va dire, de confusion sur la notion de service public en laissant croire parfois que dès lors qu'une association poursuit une mission d'intérêt général, elle serait soumise à cette obligation de neutralité, ce qui est faux. Donc, je crois que la loi de 2021, en réalité, y est pour beaucoup. Et puis, il y a également un discours, une petite musique qu'on entend de plus en plus, qui est de dire que lorsqu'on bénéficie de subventions publiques, de financement public, on doit être neutre, et ça, c'est évidemment faux, mais c'est aussi un discours qui infuse et qui parfois fait croire aux autorités que lorsqu'on a une subvention qui bénéficie de subventions publiques et qui doit signer à ce titre le contrat d'engagement républicain, on serait soumis à une forme de neutralité de manière totalement erronée. Merci Marion, c'est très clair. Donc, est-ce qu'on peut dire à partir de là et à partir de ce rapport sur la neutralité, en conclusion de ce rapport en quelque sorte, et notamment du schéma
qui circule beaucoup dans le monde associatif actuellement, que le principe fondamental finalement à connaître et à retenir pour les associations, c'est que l'association a le droit à la liberté d'expression et que c'est le principe de base et que cette liberté d'expression finalement n'a que des limitations très précises, en l'occurrence dans le cadre de l'exécution et seulement de l'exécution des missions contractualisées en délégation de service public. Et là, effectivement, tous les mots sont importants parce que c'est vraiment dans le cadre de la mission pour les salariés et les bénévoles qui remplissent cette mission de délégation de service public. Est-ce qu'on a bien compris les choses si on les synthétise comme ça? Tout à fait. On connaît bien la formule. Le principe, c'est la liberté et la restriction étant qu'une exception. Et la restriction à la liberté, eh bien, elle doit être prévue par un texte. Elle doit être prévue quelque part et donc il n'y a pas de principe qui serait d'être neutre. La neutralité, elle n'est imposée que en vertu d'un texte. Et donc le principe, c'est la liberté. Ça signifie la liberté de l'association, la liberté de ses membres, la liberté de ne pas être neutre, que ce soit en termes religieux, que ce soit en termes politiques, en termes philosophiques. Ça signifie que toutes les associations ont une liberté de ton, dans les limites de la liberté d'expression, évidemment. Et à ce titre, elles peuvent intervenir dans le débat public, elles peuvent exprimer des convictions philosophiques, politiques. Leurs membres peuvent exprimer des préférences, des convictions religieuses. C'est la liberté d'exercice du culte. Tout ça librement. Et en effet, la seule limitation pour ce qui concerne les associations, eh bien, ce sont celles qui sont mentionnées à l'article 1er de la loi du 24 août 2021, qui prévoit deux hypothèses. Donc, d'une part, comme tu le disais, les associations qui à la faveur d'un contrat de la commande publique, donc soit un marché public, soit une délégation de service public, sont amenés à exécuter le service public. Donc c'est concrètement, j'ai un marché public ou une délégation de service public qui me dit que je dois exécuter le service public. Ou alors c'est le cas où un règlement désigne une association pour exécuter un service public, et dans ces cas-là, je dois être neutre uniquement à l'occasion de l'exécution du service public. Mais dès lors que mes salariés, mes bénévoles n'exécutent plus ce service public, eh bien, ils retrouvent leur liberté dès lors que ils sortent des locaux du service public, ou en tout cas de cette mission. Ils retrouvent évidemment dans ces cas-là toute leur liberté. Donc, la restriction à la liberté et l'obligation de neutralité est extrêmement cantonnée à un cas extrêmement précis qui est l'exécution du service public, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un règlement. Et le simple fait, par exemple, d'être agréé, d'avoir une habilitation, un agrément quelconque, évidemment, n'entrave en rien la liberté des associations et de leurs membres. Merci. Et dernière question sur la double compréhension de la notion de politique. Donc, la politique comme participation à la vie de la cité et la politique partisane, les jeux partisans. Et les associations, on le sait, ont toute légitimité à participer à la construction de la politique publique. Mais quand on lit le dernier chapitre du rapport, on peut se dire aussi qu'elles ont également le droit de se positionner dans le champ de la politique partisane. Par exemple, appeler à voter contre un parti d'extrême droite. Par exemple aussi, on voit l'exemple d'associations qui analysent des programmes de candidats et notent le degré de correspondance avec leur projet associatif. Et donc là, elles prennent position dans le champ politique partisan et elles ont totalement le droit de le faire. Alors effectivement, avec un petit bémol, puisque la subvention reste totalement discrétionnaire et qu'on peut voir des associations qui sont punis pour avoir pris parti dans le champ partisan, notamment appelés à voter contre l'extrême droite récemment, et donc voir leurs subventions soit menacées, soit baissées, soit voilà, des menaces sur l'accès aux locaux, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut se dire donc que les associations ont totalement aussi le droit de participer à la politique partisane ?
Bien sûr, dès lors que les associations sont libres de s'exprimer, dès lors qu'elles ne sont pas soumises à un principe de neutralité, elles peuvent s'exprimer autant qu'elles le veulent dans les limites de la liberté d'expression. Les limites de la liberté d'expression, c'est simple, c'est ne pas appeler à la haine, à la violence ou à la discrimination. En dehors de cela, les associations peuvent s'exprimer comme elles l'entendent, elles peuvent prendre parti dans le débat public, elles peuvent avoir un discours politisé. Par exemple, je considère que l'État ne prend pas des mesures suffisantes pour assurer l'hébergement des personnes qui sont mal logées, l'intégration des étrangers en France qui sont sans papier, demander la redistribution des richesses. Tout ça, c'est normal que les associations le fassent dans le cadre de leur statut. Et pour autant, il s'agit d'une certaine forme de discours politique. Elles peuvent également, de la même manière, appeler à voter pour un parti contre un autre parti. C'est évidemment quelque chose qui est permis dans le cadre de leur liberté d'expression. Et simplement, en effet, il est évidemment possible qu'en retour, ça leur risque et péril, une telle expression peut évidemment parfois donner lieu à certaines restrictions de subventions parce que des collectivités croient parfois que, en tout cas, tirent les conséquences parfois d'une expression, d'une politisation d'une association en disant que pour l'avenir, elle refuse de renouveler une subvention. Le principe de la subvention étant discrétionnaire, il est en effet possible qu'une collectivité considère qu'elle ne financera plus une association compte tenu des positions qu'elle a exprimées. Je ne dis pas que c'est complètement légal, ça c'est un autre sujet, mais il en reste pas moins que la réalité est bien souvent celle-ci. Donc l'association peut pleinement, en effet, prendre parti dans le débat public et appeler à voter pour tel ou un tel avec ceci, peut-être qu'il faut simplement redire que la limite étant que cette expression, c'est-à-dire que lorsque une association fait une promotion politique vis-à-vis, par exemple, d'un candidat à l'occasion d'élections, il faut évidemment pas que cette promotion soit financée en réalité par les collectivités, parce que là, cette fois, c'est pas tant l'association et ses membres qui seraient en péril, mais bien la collectivité qui normalement doit être neutre. Et donc, le principe de neutralité des collectivités, normalement, fait obstacle à ce qu'elles financent une association pour faire de la propagande politique. Mais dans cette configuration-là, c'est bien la collectivité qui manquerait à son devoir de neutralité et non pas l'association qui, elle, ne serait pas mise en péril en raison de ses positionnements. Merci beaucoup, c'était très clair. Et puis, merci beaucoup encore pour nous éclairer sur ces points importants. On garde l'image que prévaut bien sûr le droit de liberté d'expression des associations en tout premier lieu et puis quelques restrictions très 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 particulières dans le cadre de missions de service public. Merci beaucoup Marion. Merci Marianne.